Bon, bonjour à tous. On va commencer, d'autant plus il y a une remise de bourse manifestement à la fin de cette première partie de matinée. Et donc, on se réunit aujourd'hui pour discuter donc de la cholestase gravidique. Et comme vous le savez tous, c'est une des plus fréquentes hépatopathies spécifiques de la grossesse. On verra, je ne vais pas déflorer les différents sujets, mais elle est classiquement de 1% de l'ensemble des grossesses à travers le monde. Et il y a de nombreuses études qui ont suggéré un lien entre cholestase gravidique et complications périnatales. Il y a une littérature qui est assez abondante. Et puis, il y a des essais randomisés récents. Et il n'y a aucune recommandation française, alors qu'il y a bien sûr des recommandations internationales. Et donc, comme d'habitude, c'est pour cette raison qu'on a proposé ce sujet au conseil scientifique du CNGOF, qui a été validé par le bureau et le conseil d'administration. Alors, de nouveau, la méthodologie, je pense que maintenant, on va être un petit peu habitué, puisque ça fait 2-3 ans que la méthodologie des RPC a changé et qu'on ne se base plus sur la haute autorité de santé, et c'est la façon de la haute autorité de santé coter la preuve qui posait différents problèmes, en particulier un essai randomisé, même s'il était super nul, sur 3 patientes versus 2, et dont une qui était sortie après de l'étude, eh bien, on devait le coter niveau de preuve 2, ce qui était comme assez gênant, et alors que des études observationnelles de grande qualité étaient aussi au maximum niveau de preuve 2. Et donc, en fait, il y a une difficulté d'évaluer la qualité de la preuve par ce système de codification. Donc, avec nos collègues gynécos qui s'occupent des RPC, on s'était réunis pour se mettre d'accord sur la façon d'élaborer la preuve. Et donc, comme toujours, parce que maintenant vous êtes assez habitués, eh bien, on élabore a priori et pas a posteriori les questions d'intérêt qui nous intéressent. Et encore une fois, le but, c'est pas de répondre à toutes les questions qu'on peut se poser sur la cholestase gravidique, parce qu'on sait d'emblée que probablement il n'y a aucune preuve, mais des choses qui nous semblent importantes. Et donc, on élabore des questions qu'on appelle des questions PICO, pour voir sur quel type de population, quelle intervention, avec une comparaison de quels paramètres, permet d'améliorer ou de réduire quel type d'outcome. Et donc, on définit aussi les outcomes, comme vous le voyez, s'ils sont cruciaux, très importants, comme la mort, on peut penser que c'est assez crucial, importants mais pas cruciaux, et puis peut-être pas importants. Et là aussi, il y a une évaluation, parce que vous voyez, le prurite, on pourrait considérer que ce n'est pas très important, mais en fait, si on demande aux patientes, c'est important. Donc, il y a une codification a priori, évidemment, des questions PICO. Et puis, évidemment, il y a une adoption des critères EGRI, et on fait des tableaux. Donc, les tableaux, ils sont sous cette forme, avec une cote et une décote, et la qualité de la preuve scientifique est évaluée par rapport à l'importance de la situation, de la pathologie, mais aussi les préférences des soignants des patientes, la balance bénéfice-risque, l'acceptabilité, la faisabilité, le coût et l'équité sociale. Et donc, on s'est même mis d'accord sur la façon de représenter les tableaux. Et donc, les experts qui ont travaillé ont coté toutes les études, ont rapporté toutes les études sur cette forme, avec, vous voyez, l'auteur, le type d'étude, le plan d'expérience population, les critères d'analyse, l'intervention, les pourcentages, les dénominateurs, le résultat, et puis la décote ou la surcote et la qualité de la preuve, ce qui permet à tout à chacun, assez rapidement, même si parfois ça peut paraître fastidieux, d'avoir toutes les données sur le sujet au moment où elles ont été publiées, et en particulier, si certains se posent des questions de recherche, très rapidement de voir les trous dans la raquette et avoir des idées pour élaborer des futures études pour qu'on s'améliore sur la pathologie donnée. Alors vous voyez, on s'est même mis d'accord sur comment faire une cote et une décote, parce que ce n'est pas du tout évident. Et c'est une question qu'on a régulièrement avec les experts quand on se réunit, de savoir cet essai randomisé, on le surcote, on le décote, l'étude observationnelle, etc. Et vous voyez que tous ces éléments ont pour but d'essayer d'être le plus objectif pour évaluer la qualité de la preuve et éviter que finalement, au sein d'un groupe de travail, celui qui finalement a plus de poids, plus d'expérience ou qui insiste le plus, entre guillemets, emporte le morceau et impose son avis à l'ensemble du groupe de travail, comme d'ailleurs ça se fait dans chaque réunion médicale. Non, j'exagère, mais vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, finalement, on essaye de s'améliorer, mais ça ne change pas grand-chose parce que, évidemment, il y a une situation subjective
d'évaluer de la preuve. Et même s'il y a des essais randomisés de haut niveau de preuve, de toute façon, l'interprétation de l'essai randomisé reste évidemment subjectif. Et donc, on a beau faire, on a beau essayer, il y a toujours, et ça, ce que parfois des personnes ont du mal à comprendre, en disant, il y a un essai randomisé, c'est démontré, et donc il faut faire. C'est pas du tout évident. C'est pas comme ça qu'on évalue une qualité de la preuve. C'est pas comme ça qu'on interprète sur une politique de santé. Et comme je l'ai dit hier, le meilleur exemple qu'on a eu à traiter avec en particulier Thomas et Marie-Victoire, c'était sur les corticoïdes, puisque en 2016 était paru un énorme papier dans le New England Journal sur les corticoïdes entre 34 et 36, laissant penser que les corticoïdes permettraient de réduire la morbidité respiratoire, certes au prix d'avoir une petite augmentation de l'hypoglycémie, sans de données à long terme. Et nous avions à l'époque considéré que l'outcome n'était pas suffisant, avec des maléfices possibles et surtout des maléfices non connus à long terme, et qu'on allait exposer énormément de populations aux corticoïdes. Et donc nous avions trouvé qu'il n'était absolument pas raisonnable, de suite à cet essai randomisé, certes bien fait dans le New England Journal, d'implémenter les corticoïdes entre 34 et 36, qu'ont fait de nombreux pays, et en particulier les anglo-saxons, qui sont immédiatement suivis et qui ont recommandé ces corticoïdes. Et aujourd'hui, ils s'en mordent les doigts puisqu'ils s'aperçoivent qu'ils ont énormément d'enfants qui sont exposés, qui naissent à terme, mais qui ont été exposés à des corticoïdes entre 34 et 36, avec des risques de problèmes neurodéveloppementaux à 5 ans. Et donc, c'est un problème de santé publique. Et donc, évidemment, vous voyez, c'est une interprétation, parce que vous avez la même littérature, et il y a des pays qui vont se positionner différemment en fonction de l'interprétation de cette littérature. Donc, j'insiste sur l'interprétation. Et comme il y a une interprétation, on a souhaité, même si c'est des RPC, de réaliser finalement un Delphi. Et donc là aussi, c'est un Delphi qui a été fait de façon indépendante. Et l'idée, c'était de coter ces fameuses questions PICO. Et si il y avait une médiane supérieure à 7, avec plus de 75% d'accord au-delà de 7, eh bien, on considérait que la recommandation avait un accord. Là aussi, le Delphi, c'est un peu le juge de paix, parce que ça permet au sein d'un groupe de travail de dire, de toute façon, c'est le Delphi qui a décidé. Mais en même temps, c'est toujours la même chose. Si vous choisissez que vos amis qui pensent exactement comme vous, c'est sûr que vous allez avoir un Delphi où tout le monde va être content. Donc le but aussi, c'est qu'on choisit des relecteurs, c'est vraiment d'avoir un panel différent, de différentes écoles, de différents exercices, pour que ça reflète, parce que c'est le but, c'est pas de biaiser les choses, que ça reflète l'opinion la plus générale. Donc il y avait un premier tour, et s'il y avait plus de 75% d'accord, la recommandation était validée. S'il y avait moins de 75%, on faisait un second tour, et dans un second tour, s'il y avait plus de 75%, c'était validé, et il pouvait arriver, donc ça mettait un peu une pression sur les experts. Si jamais la recommandation n'était pas validée, on dirait on ne s'est pas mis d'accord, donc on ne se positionne pas sur un sujet. Et vous voyez par exemple, si l'acide ursodeoxycholique, on n'arrivait pas à avoir d'accord pour savoir où il se positionnait dans la prise en charge, ça serait un petit peu embêtant. Alors, les questions, Charles, qui devient hyper spécialiste des définitions quand les définitions sont compliquées et foireuses, Charles a répondu à cette question. On verra quelle est la définition d'une cholestase gravidique. Anand Bouchgoul, les différents traitements du prurite et des effets sur le bilan biologique. Nicolas Sananès, sur justement quel est l'impact de l'acide ursodeoxycholique sur la prématurité, la morbimortalité périnatale. Pierre Delorme sur les autres traitements possibles au cours de la cholestase gravidique. Hugo Madar sur la surveillance des cholestases. Denis Gallo sur est-ce que c'est pertinent de déclencher, et si oui, pour quel type de patiente et comment. Et puis Hugo parlera aussi du postpartum, en particulier des problématiques de contraception orale chez patientes qui ont eu une cholestase gravidique. Donc finalement, c'est pour ça qu'on a du temps ce matin. On n'a que 13 questions PICO qui ont été formalisées, et on a sollicité, vous voyez, 52 personnes. Donc je remercie encore une fois tous les relecteurs qui ont accepté de relire les recommandations et de les coter, parce que sans ce travail important, on ne peut pas avancer. Et donc il y a eu un accord, vous voyez, assez fort qui a été obtenu pour quasiment toutes les recommandations du premier coup. Et puis finalement, on a
remis la recommandation dans un second tour, et il y avait une recommandation qui, a posteriori, quand on s'était réunis, on s'est dit que même si elle avait été validée, la formulation n'était pas tout à fait parfaite, qu'il manquait un petit bout. Donc on a remis la recommandation de nouveau dans un second tour qui a été validée, et donc il y a toutes nos recommandations qui ont été validées. Alors la qualité de la preuve, eh bien, vous voyez sur les 14 questions, forte 0, donc modérée 3, et puis basse et très basse 6 et 3. Donc vous voyez, comme toujours, la majorité des études ont des qualités de preuve sur les sujets qu'on a essayé de se poser. Vous voyez, pas beaucoup, hein, pourtant. Eh bien, il n'y a que 3 picots qui ont une preuve modérée. Et les recommandations, en revanche, certes, fortes, il y en a 7, dont une avec qualité de la preuve très faible. Donc là encore, je reprends un peu le même exemple. Si on se demande si quand on sort en l'air d'un avion, il faut mettre un parachute ou pas, eh bien la qualité de la preuve elle est plutôt très faible, et en revanche la recommandation va être forte pour mettre le parachute. Et faible, 4, et absence de recommandation 2. Donc plutôt des recommandations, vous voyez, fortes, alors même qu'on a une qualité de la preuve qui n'est pas très bonne. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Puis je pense que vous n'avez pas trop de questions, et on va poursuivre en appelant Charles. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, mais ça je l'ai déjà dit hier, mais que pour nous, c'est avec Thomas et Marie-Victoire, donc c'est nos dernières RPC en tant que coordinateurs, que ça fait plus de 10 ans qu'on réalise ce travail avec beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, même si toujours c'est pas mal d'activités, et qu'on a eu de la chance pendant ces longues années d'avoir à nos côtés de nombreux collègues, de nombreux experts qui nous ont beaucoup apporté, beaucoup échangé. Ça a été très riche, très enrichissant pour nous, sur le plan humain et sur le plan évidemment médical. Et donc je voulais remercier tous ceux qu'on avait rencontrés dans ce parcours et dans l'élaboration de ces recommandations, et les présidents qui nous ont accompagnés. Voilà, merci. Et donc on laisse la suite à Charles, Jeanne et Nicolas qui sont là, qui reprennent le flambeau avec une nouvelle énergie, et on est ravis qu'ils aient accepté cette mission. Merci. Merci Loïc. Juste un point peut-être complémentaire, juste pour dire que cette méthodologie dont nous a exposé, que nous a exposé Loïc, c'est quelque chose qui au final nécessite un travail relativement important, vous vous en doutez bien. Donc merci d'avoir clarifié cette méthodologie, et merci aux différents experts du travail énorme qu'ils ont réalisé également. Charles. Bonjour à tous. Donc, moi, donc hier, je vous faisais la définition de la prééclampsie. Aujourd'hui, je vais faire donc la définition de la cholestase. Et donc, c'est la première question qui va donc traiter de l'introduction, la définition de la cholestase, et de savoir quel bilan doit-on réaliser. Alors, Loïc vient juste d'en parler. Donc, en effet, la cholestase, c'est 1% des grossesses. C'est la plus fréquente des hépatopathies pendant la grossesse. Les facteurs de risque qui sont classiquement retrouvés dans la littérature sont l'âge supérieur à 35 ans, les grossesses multiples, les grossesses obtenues par FIV, les hépatites C avant grossesse, les hépatites chroniques, la présence de calculs biliaires. Et puis, on s'est permis un petit rappel, puisque ça faisait déjà partie des précédentes recommandations, mais on rappelle que la progestérone n'est pas associée à un surrisque de cholestase. Et puis bien sûr, il y a des prédispositions génétiques avec des familles où on retrouve des mutations. Alors, pour cette question-là, pour les critères diagnostiques, on s'est posé comme question de savoir quels signes cliniques fallait retrouver pour pouvoir poser le diagnostic, quels éléments du bilan biologique, en regardant à la fois donc, les acides biliaires, les transaminases et les gamma-GT, et puis de savoir s'il fallait réaliser ou non un bilan complémentaire. Alors le signe clinique, tout le monde le connaît, et puis on le voit bien déjà sur cette image. Le signe clinique principal, clairement, c'est le prurite, qui est retrouvé dans 95% des cas, qui survient le plus souvent au 3e trimestre, mais qui dans certains cas peut même survenir dès le 2e trimestre. Il est isolé, sans douleur ni fièvre, et il va prédominer aux extrémités, et donc palmoplantaire, donc paume des mains et plante des pieds. Il n'y a pas de lésions cutanées, en dehors évidemment des lésions de grattage. Il est occasionnel au départ, puis permanent, diurne et nocturne. Et surtout, un des signes, et qui fera aussi finalement le diagnostic, on va dire, à la fin de la grossesse, c'est qu'il disparaît
dans les jours suivant l'accouchement. Donc voilà, le prurite, c'est clairement le signe majeur qu'on retrouve dans 95% des cas, isolé, palmoplantaire, au départ occasionnel, puis il devient permanent, et c'est ce qui finalement embête le plus les femmes dans cette pathologie. Arrive la question des acides biliaires. Alors les acides biliaires, la littérature, eh bien, on a été quand même un petit peu déçus, et puis finalement, parce que pour la définition du seuil, ce qui est classiquement retrouvé, c'est 10 micromoles par litre. Et c'était cette revue de la Cochrane qui retrouvait une sensibilité de 91% et une spécificité de 93%. Pour faire le diagnostic de cholestase, et dans toutes ces études, pour faire le diagnostic de cholestase, il fallait des sels biliaires augmentés. Donc en fait, c'est là où on a eu la grande difficulté pour pouvoir définir un seuil, c'est que finalement, dans la plupart des études, pour avoir le diagnostic de cholestase, eh bien, il fallait des acides biliaires augmentés, notamment supérieurs à 10. Donc ce seuil, il est critiquable parce qu'il y a une absence de gold standard finalement pour calculer la sensibilité et la spécificité de cette pathologie, le dosage des acides biliaires rentrant dans le diagnostic de cholestase gravidique dans ces études. Alors, finalement, l'an dernier, il y a 2 ans, a été publié dans le British cette série. Alors, vous voyez que les effectifs sont très faibles, puisque c'est 22 dans les grossesses sans complications, 7 dans les cholestases gravidiques non sévères et 11 dans les cholestases gravidiques sévères. Et cette étude elle est très intéressante puisqu'ils ont dosé les acides biliaires à différents moments des journées chez les mêmes patientes. Et à nouveau, sur des effectifs qui sont quand même faibles. Et vous voyez la variation de ces acides biliaires qui fait qu'en fait, au moment où vous dosez, eh bien, vous pouvez faire un diagnostic de cholestase alors qu'il n'y en a pas forcément. Donc par exemple, quand on regarde le groupe grossesse sans complications, eh bien, quand vous faites à jeun, donc la valeur médiane, elle est à 3. En revanche, si vous le faites 20 minutes après le déjeuner, eh bien, elle est à 10,5, voire 12,5, 1 heure après le déjeuner. Donc on voit que le moment où on fait le dosage va forcément influencer sur la valeur des acides biliaires. Et du coup, si on veut faire une définition, il faut rester très propre. Et c'est pour ça qu'on a décidé de retenir comme seuil celui qui est classiquement décrit et qu'on retrouve dans la Cochrane de 10 micromoles et de prendre plus spécifiquement cette mesure à jeun dans la mesure du possible. Puisque vous voyez qu'après les valeurs, elles varient et que c'est la grande difficulté aussi, et on le verra dans toutes les études, c'est qu'on ne sait pas, dans la plupart des études, à quel moment ont été réalisés les acides biliaires, puisque avec ces variations dans la journée, eh bien, forcément, ça classe différemment les patientes. Regardez par exemple dans le groupe cholestase gravidique sévère, si vous faites le dosage à jeun, eh bien, il est à 29, et si vous le faites 1 heure après le déjeuner, il est à 119. Et on va voir l'importance de ce seuil de 100 micromoles. Donc ce qu'il faut retenir, c'est les variations au cours de la journée. Les valeurs minimales sont à jeun. Et le timing du dosage, eh bien, dans la littérature, quand on prend tous les papiers, eh bien, on a beaucoup de mal à savoir à quel moment était réalisé le dosage. Alors ensuite, pour les transaminases, donc là, je vous montre l'étude Pitch, et vous allez voir, on va beaucoup en parler, puisque c'était une comparaison entre l'acide urso et le placebo dans la prise en charge des cholestases gravidiques. Eh bien, on a une augmentation de l'activité sérique dans 85% des cas, et qui est comprise entre 2 fois la normale et 10 fois la normale. Et ce qui est intéressant, c'est que ça touche plutôt les alates que les azates. Et là, par exemple, c'est ce qu'on retrouvait dans la série de Pitch. Quand vous regardez les alates, eh bien, elles sont plus augmentées que les azates. Il n'y a pas de seuil consensuel dans la littérature pour le coup. Et le groupe a proposé de retenir comme seuil les alates seulement et pas les azates supérieurs à 2 fois la normale. Pour les gamma-GT, eh bien, il faut retenir qu'ils sont habituellement normales en cas de cholestase gravidique et donc on a décidé de ne pas le retenir dans les critères diagnostiques. Alors, une fois donc qu'on a fait ce diagnostic qui est posé donc à la fois sur le prurite et les anomalies biologiques, on se pose toujours la question du bilan complémentaire. Je vous ai mis habituellement, ce qu'on fait quand même dans beaucoup de nos services, eh bien on propose une NFS, un bilan hépatique complet, une créate, une protéinurie,
1 TP, la sérologie des hépatites A, B, C et E, les sérologies EBV, HSV, CMV, et en plus, souvent, on propose une échographie du foie et des voies biliaires. Donc c'est un peu le package de la patiente qui rentre hospitalisée pour une cholestase gravidique. Mais finalement, quand on regarde vraiment s'il y a un intérêt à faire ce bilan, c'est sûr qu'on cherche à éliminer un diagnostic différentiel. Donc les principaux diagnostics différentiels sont la prééclampsie ou le HELP. Et maintenant, vous êtes très fort puisque vous avez vu nos excellentes recommandations d'hier. Et donc, il y a quand même des critères diagnostiques qui sont quand même différents, notamment sur l'hypertension artérielle. On va rechercher une obstruction des voies biliaires, mais on aura des signes cliniques qui vont être différents. Une hépatite virale, une primo-infection ACMV, HSV ou EBV. Mais là, c'est pareil, on va avoir probablement d'autres signes, voire après une hépatopathie d'origine médicamenteuse ou auto-immune. Et là, c'est tout le rôle finalement de clinicien sur l'interrogatoire et l'examen clinique. Et quand on regarde dans cette série française de 250 cas de cholestase avec un bilan complémentaire réalisé dans la moitié des cas, eh bien on retrouve qu'une seule anomalie avec un cas d'obstruction biliaire diagnostiqué, mais avec finalement aussi d'autres signes cliniques et qui infirmaient la cholestase gravidique. Donc au final, le groupe a émis comme proposition de ne pas réaliser de bilan complémentaire, bien sûr en dehors des transaminases et des acides biliaires, en l'absence de symptômes évocateurs d'un diagnostic différentiel, donc après avoir mené un bon interrogatoire et un bon examen clinique. Donc en conclusion, le groupe d'experts propose comme définition la cholestase gravidique, le signe clinique, le prurite évocateur, palmoplantaire et plutôt nocturne au départ, associé, donc vous voyez c'est le prurite qui est ensuite associé à une anomalie biologique, et on a retenu 2 anomalies biologiques qui sont l'élévation des acides biliaires supérieurs à 10 micromoles à jeun ou l'augmentation des alates supérieures à 2N. Après élimination bien sûr des autres orientations étiologiques à l'examen clinique, et en l'absence de symptômes évocateurs d'un diagnostic différentiel, eh bien dans ces cas-là, on propose de ne pas réaliser de bilan complémentaire. Et donc le diagnostic qui va être confirmé en postpartum par à la fois bien sûr la disparition du prurite, donc la correction des anomalies cliniques, et biologiques dans les 2 mois qui suivent l'accouchement. Après, on voulait faire un petit point quand même, puisque on est quand même souvent amené à voir aux urgences ou en consultation des patientes qui ont un prurite isolé. Eh bien, sans anomalie biologique, on ne retient pas le diagnostic de cholestase gravidique. Mais en tout cas, en cas de persistance de ce prurite, on vous invite à renouveler le bilan parce que le prurite peut précéder les anomalies biologiques de quelques jours à quelques semaines. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Charles. Et donc une petite précision, la définition évidemment ne peut pas être dans le format PICO, donc c'est la seule situation où il n'y a pas de format PICO. Est-ce qu'il y a des questions pour Charles ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va vers le micro ou pas ? Oui, très bien madame, je vous en prie. Bonjour. Bonjour. Pardon, dans la définition, c'est marqué prurite associé à une anomalie biologique, élévation des alates ou acide biliaire positif. C'est-à-dire si on a une patiente qui présente un prurite avec uniquement une augmentation des transaminases et des sels biliaires normaux, c'est considéré quand même comme une cholestase. Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est un point qui est quand même un petit peu nouveau par rapport à ce qu'on utilisait classiquement quand même pour la cholestase. Et il faut savoir que par exemple pour les hépatologues, moi quand j'aurais présenté notre définition, ils trouvaient ça très bien qu'on ait mis justement cette cytolyse hépatique plus que les acides biliaires. Donc c'est bien ça, hein, je vous l'ai remis là, c'est l'un ou l'autre. Parfait, merci. Alors, précision, prurite palmoplantaire évocateur, parce que vous savez que la fréquence des prurites est assez importante en fait au cours de la grossesse. Et deuxièmement, c'est supérieur strict à 2N. Et si je peux rajouter également, c'est sans lésion dermatologique, en fait, en dehors des lésions de grattage. Ça, c'est un point important, parce qu'il y a quand même assez souvent des erreurs qui sont faites, en particulier avec des dermatoses prurigineuses. Donc c'est très important. C'est pour ça qu'on a bien laissé l'examen clinique, et l'examen clinique, en particulier de la peau, pour
éliminer une dermatose, et éventuellement en s'aidant d'un avis ou d'un envoi de cliché à un dermatologue pour avoir une orientation autre que celle de la cholestase. Je comprends très bien qu'on puisse éliminer l'obstruction biliaire sur un bon interrogatoire et un bon examen clinique, mais qu'en est-il pour les hépatites virales? Il arrive quand même fréquemment qu'on ait des résultats qui reviennent positifs dans les bilans d'entrée. Comment fais-tu pour les éliminer juste sur l'interrogatoire et l'examen clinique? Alors, c'est une très bonne question, Charlotte. Alors après, tu vois, quand on regarde toutes ces séries-là, finalement, bien, finalement les résultats sont dans la plupart des cas négatifs. Après, c'est tout, c'est aussi reprendre l'interrogatoire. Et nous, c'est ce qu'on propose. Après, chacun peut continuer à faire, s'il le souhaite, les sérologies. Mais dans la plupart des cas, en fait, quand on regarde les quelques petites séries qui sont intéressées, eh bien, les résultats sont négatifs. Puis surtout, les patientes ont déjà eu un bilan en général. Ça, au premier, un bilan de début de grossesse avec les hépatites. Pas pour le CMV, bien souvent, et c'est parfois ça qui revient positif. En fait, il n'y a pas de... alors, nous, en France, on a tendance à faire des bilans un petit peu exhaustifs. Et c'est vrai qu'on n'a pas le temps de parler du tout. Mais en fait, quand on regarde la définition internationale, d'abord, elles sont toutes un petit peu différentes. Et surtout, les définitions pour rentrer dans les études et rentrer dans les essais randomisés, en particulier pour l'étude PREACHES, qui est une des principales études qu'on a à notre disposition de qualité, en fait, c'est très pragmatique. Et il n'y a pas du tout ce bilan exhaustif qu'on réalise. Donc effectivement, pas de bilan systématique. Si a priori il n'y a pas de point d'appel, il n'y a pas de situation à risque, etc. Et si jamais, vous, dans un second temps, vous considérez qu'il est nécessaire de faire un bilan, vous pouvez faire un bilan. Vous pouvez le faire d'emblée, comme le dit Marie-Victoire, mais on ne demande pas à faire un bilan systématique. Oui, Marc ? Non, mais je dis la même chose que ce qu'a dit la collègue, c'est-à-dire que bien sûr, si on part du principe qu'on regarde une série de cholestases gravidiques, ça va être des cholestases gravidiques, mais dans la clinique quotidienne, souvent, les signes sont un peu foireux. Un vague prurite, une élévation des transaminases. Et c'est vrai que ça peut se voir dans autre chose qu'une cholestase gravidique. Donc, c'est juste apporter une nuance sur le fait que la clinique n'est pas toujours complètement clean sur ces histoires pathologiques. Voilà. Alors, encore une fois, je suis complètement d'accord, Marc. Mais l'idée, c'est pas de dire, si vous avez une situation évocatrice de cholestase gravidique, faites un bilan systématique avant d'affirmer que c'est une cholestase gravidique. L'idée, c'est, si vous êtes dans une situation très évocatrice d'une cholestase gravidique, il n'est pas nécessaire, en dehors du bilan biologique pour avoir le diagnostic, et il n'est pas nécessaire de réaliser tout un bilan exhaustif. Et il y a des équipes, par exemple la mienne, je ne dis pas du tout que c'est bien, on a tendance à faire un bilan très exhaustif qui est, je pense, totalement excessif. Est-ce que l'absence de prurite suffit à éliminer le diagnostic de cholestase? Alors nous, on a bien dit ça, que le prurite était indispensable pour pouvoir rentrer dans la définition, puisque vous voyez, c'est vraiment la survenue du prurite associé à. Parce qu'on se retrouve souvent, en fait, il y a des acides biliaires qui sont dosés dans un bilan étiologique de cytolyse isolée. Et qu'est-ce qu'on en fait? Fallait pas les doser. Ah. Oui, quand c'est pas moi qui les ai dosés, qu'on me demande mon avis. Non, mais je sais bien. Mais vraiment, en fait, la cholestase, d'abord, quand on regarde toutes les définitions internationales, il y en a même maintenant qui ne mettent plus les sels biliaires, les acides biliaires dedans. C'est vraiment le prurite qui est le point majeur. Sans prurite, on peut difficilement parler de cholestase. Et puis le prurite, peut-être, va survenir quelques jours plus tard, quoi. Merci beaucoup. C'est important, cette notion de prurite, parce qu'effectivement, c'est une situation assez fréquente qu'on rencontre. Et en plus, ce qui est intéressant, Charles a fait un gros travail, on n'a pas pu présenter tout en même temps, mais les techniques de laboratoire pour doser les acides biliaires sont différentes d'un laboratoire à l'autre. Et en plus, le type d'acides biliaires qui sont dosés ne sont pas forcément les mêmes. Donc, c'est tellement flou qu'effectivement, il faut quand même, pour entrer dans une pathologie, avoir d'abord des symptômes. Et donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas zéro cholestase sans prurite. On peut imaginer qu'il y a une patiente qui est 150 d'acide biliaire, qui est quand même un petit peu évocatrice d'une cholestase gravidique potentiellement sans prurite ou un prurite tellement isolé. C'est complètement exceptionnel. Et donc, encore une fois, le but, c'est avoir des préconisations pour l'ensemble de la population, de médecins, sages-femmes, et de dire quelle situation devrait ou non, a priori, faire un bilan. Donc,
Dans la grande majorité des cas, vous voyez, pas de bilan nécessaire, mais évidemment, il y aura toujours des situations particulières que vous évoquez. Cyril, je crois, non, pas de questions, non, plus de questions sur cette première partie qui est effectivement partie un petit peu compliquée sur cette définition, et vous voyez l'intérêt de faire un Delphi, puisque tout ce que vous avez évoqué a été aussi évoqué par les personnes qui ont relu les textes, parce que c'est une situation très fréquente, et il n'y a évidemment pas de définition claire, avérée, et c'est vrai que c'est un choix du groupe de travail qui a été proposé, même s'il rejoint globalement les choix faits aussi par les autres sociétés savantes à quelques différences près. Merci Charles. Donc on passe au topo suivant en appelant le docteur Bouchegoul. Merci Anan. Bonjour à tous. Merci au groupe de travail pour ces échanges et cette année qui a été riche. Donc moi, je vais vous parler des différents traitements du prurite et des effets du traitement sur le bilan biologique, qui va donc s'articuler autour de 3 questions picots. Donc premièrement, est-ce que l'acide urso-désoxycholique permet de réduire l'intensité du prurite maternel ? Deuxièmement, existe-t-il d'autres traitements que l'acide urso-désoxycholique pour réduire le prurite maternel ? Et troisième question, est-ce qu'il permet d'améliorer le bilan biologique et en particulier les transaminases et les acides biliaires ? Donc pour commencer, la première question, alors au-delà d'une simple gêne, le prurite maternel peut altérer considérablement la qualité de vie des patientes et à terme devenir très invalidant. Il peut également être responsable de troubles du sommeil et de lésions de grattage secondaires. Et c'est donc en ce sens qu'un des objectifs du traitement de la cholestase gravidique est de réduire l'intensité de ce prurite maternel. Donc l'essai aujourd'hui qui est le plus large et qui a évalué la question du traitement, c'est le Peaches Trial qui a été publié en 2019 et qui a inclus 605 femmes dans 33 centres. Le critère de jugement principal de cet essai était un critère de jugement périnatal, donc un critère composite périnatal. Et dans les critères de jugement secondaire, on avait le score de prurite qui était évalué sur une échelle visuelle analogique qui cotait le prurite de 0 à 100. Pour ce critère secondaire, on avait cependant 23% de données manquantes dans l'essai. Donc le résultat de l'essai de Chapelle montrait une différence moyenne de ce score de prurite d'environ 5,7 mm et cette différence était significative en faveur du traitement par acide urso-désoxycholique. La même équipe avait publié quelques années plus tard, en 2012, également un essai randomisé qui avait inclus moins de patientes, 56, et qui montrait également une différence du score de prurite en faveur de l'AUDC. La revue de la Cochrane en 2020 a repris ces 2 essais, puisqu'elles avaient le même score de prurite pour évaluer et retrouver également une différence significative en faveur de l'AUDC avec une réduction du score de prurite d'environ 8 mm. Toutefois, dans l'essai Princeps de 2012, les auteurs avaient préspécifié une différence de 30 mm qui était définie à la fois par les cliniciens et les patientes comme étant cliniquement pertinente pour avoir une réelle réduction du prurite. Donc on pouvait donc conclure que sur ces essais, bien que la différence elle soit significative, elle n'atteignait pas cette différence de 30 mm. D'autres essais randomisés qui ont été publiés plus anciennement entre 1997 et 2014 avaient également évalué les traitements par AUDC sur le prurite et ces essais avaient de nombreuses limites méthodologiques, donc en particulier des faibles effectifs de 8 à 13 patientes, le caractère unicentrique de ces études, également une hétérogénéité dans la définition du score de prurite avec des scores qui allaient de 0 à 3, parfois de 0 à 4, et également sur la présentation des résultats puisque ces études ne comparaient pas les résultats de 2 groupes de traitement, mais plutôt au sein de chaque groupe, le résultat du prurite après traitement versus avant traitement.
Ces études, elles ont été poolées dans 2 méta-analyses, donc une méta-analyse publiée en 2012 par une équipe française qui regroupait donc 8 études avec 240 patientes. Et cette méta-analyse concluait qu'il existait une amélioration du prurite dans le groupe AUDC pour 61% des patientes versus 25% en cas de placebo ou contrôle, avec une différence qui a également été significative. Une autre méta-analyse plus récente, elle, montrait également une amélioration du prurite en faveur de l'AUDC qui était également significative. Et c'est donc pour ces raisons que le groupe de travail s'est positionné sur une recommandation forte avec la recommandation d'administrer l'acide ursobésoxycholique afin de réduire l'intensité du prurite maternel. Donc la deuxième question, est-ce qu'il existe des traitements autres que l'acide ursobésoxycholique afin de réduire le prurite maternel? Alors très peu d'études ont évalué un traitement autre que l'AUDC et nous retrouvons dans la littérature 4 traitements étudiés qui sont des traitements de classe médicamenteuse donc différentes, la S-adénosylméthionine, la dexaméthasone, la gomme de Guar et le charbon activé. On va donc détailler les quelques études qui se sont posé la question. Donc, concernant la S-adénosylméthionine, 4 études assez anciennes, entre 84 et 98, qui étaient unicentriques avec des très faibles effectifs, qui présentaient des résultats de comparaison au sein de chaque groupe entre un instant T et le moment de l'inclusion, mais qui ne comparaient pas les scores de prurite entre les 2 groupes traitement versus placebo ou contrôle. Donc, ces résultats n'ont pas permis d'évaluer l'effet de la S-adénosylméthionine en comparaison au placebo dans la réduction du prurite. Et il fallait également noter qu'elle était administrée par voie intraveineuse pendant 4 heures par jour. La dexaméthasone, elle a été évaluée dans un essai qui comparait l'acide ursobésoxycholique, la dexaméthasone et un placebo avec des effectifs d'environ 40 patientes. Cet essai n'a pas retrouvé de différence sur le score de prurite en fonction du temps, mais encore une fois, la qualité méthodologique doit être soulignée en raison des effectifs limités, de l'absence de définition du critère de jugement principal et également de l'absence de calcul du nombre de sujets nécessaires pour montrer une différence. Par ailleurs, il faut également souligner les risques potentiels à long terme des corticostéroïdes sur le développement qui sont connus. Alors, la gomme de Guar, elle a été étudiée dans un essai finlandais. C'est une fibre gélifiante qui pourrait augmenter l'élimination fécale des acides biliaires. Cette petite étude n'a pas montré d'amélioration du prurite. Et enfin, le charbon activé, qui est connu pour ses propriétés très absorbantes, a été étudié dans un essai qui est très ancien, qui incluait 39 patientes et qui ne montrait pas d'amélioration du prurite. Et on notait également dans cette étude que les femmes précisaient des difficultés à avaler la suspension orale et une coloration noire des selles. Donc pour ces 4 traitements, il n'existe pas d'argument pour proposer leur utilisation en pratique en raison donc, de l'absence de démonstration de leur efficacité, également de la faible qualité des données méthodologiques, mais aussi des contraintes d'administration de la SAM et des effets indésirables potentiels, comme pour la dexaméthasone. Donc, nous nous sommes positionnés sur une recommandation forte de ne pas administrer de la S-adénosylméthionine, de la dexaméthasone, de la gomme de Guar ou du charbon activé dans le but de réduire l'intensité du prurite maternel. Alors, cette question n'est pas finie puisque la deuxième partie a été l'évaluation des antihistaminiques, bien que dans la littérature, il n'existe aucune étude ayant évalué les antihistaminiques en comparaison à un placebo ou un contrôle. Toutefois, en pratique, c'est un médicament qui est largement prescrit et dans le Peaches Trial, on retrouvait quasi 80% des patientes de l'essai qui avaient un antihistaminique prescrit en plus de l'AUDC ou du placebo. Les antihistaminiques qui sont très bien étudiés en dehors de la grossesse et pour l'indication du prurite associé aux réactions allergiques et leur efficacité dans cette indication-là a bien été démontrée. Elle n'a cependant pas été démontrée pour les prurites dans d'autres maladies prurigineuses hors réaction allergique et dans la grossesse.
Toutefois, on peut penser que le prurite étant le plus souvent nocturne et entraînant parfois des troubles du sommeil chez ces patientes, on pourrait penser que les antihistaminiques aient un intérêt pour améliorer la qualité de leur sommeil. Donc on pourrait éventuellement les utiliser en raison de leur effet sédatif, mais ceci à balancer avec le fait que le risque d'une utilisation au long cours et ce jusqu'à l'accouchement est un risque néonatal, avec notamment le risque d'imprégnation chez le nouveau-né et des effets de sédation et atropinique. C'est pourquoi donc, le groupe de travail s'est positionné sur une absence de recommandations, en concluant donc, que les données de la littérature elles sont insuffisantes en nombre et en qualité pour émettre une recommandation quant à l'administration d'antihistaminiques pour réduire l'intensité du prurite maternel. Et donc il faut souligner que cette question n'a pas été validée par les relecteurs au premier tour de relecture, avec 63% des réponses qui étaient concordantes. Donc elle a fait l'objet à nouveau d'une étude par le groupe de travail et suite au deuxième tour, on a obtenu 98% de réponses concordantes avec un accord de cette absence de recommandation. Troisième question PICO, est-ce que l'acide urso-désoxycholique permet d'améliorer le bilan biologique, les transaminases et ou les acides biliaires? Alors, une étude qui est celle de Ovadia a montré qu'il existait une association entre le taux d'acide biliaire et le risque de mort fœtale in utero, notamment pour des taux très élevés. Donc, en réduisant ce taux d'acide biliaire, indirectement, on pourrait réduire le taux de mort fœtale ou le taux d'induction de naissance, en particulier prématurée. Donc, le bilan biologique va faire partie de la surveillance des femmes ayant une cholestase gravidique et ça fera l'objet de la question qui sera traitée par Hugo Madar plus tard dans la matinée. Donc, la littérature, elle montre qu'il n'existe pas dans les études donc de Chapelle, le Peaches Trial et l'étude plus ancienne de différences significatives sur la réduction du taux d'acide biliaire. Cependant, on notait une tendance et la méta-analyse qui a combiné deux études, dont le Peaches Trial, elle retrouve une différence avec un réel changement de la concentration d'acide biliaire après traitement versus avant traitement, avec une différence significative en faveur de l'AUDC. Une autre méta-analyse de 2016, elle a également combiné plusieurs études avec 662 patientes et quand elle comparait donc la concentration des acides biliaires entre AUDC et placebo, elle retrouvait également une différence significative avec un taux d'acide biliaire significativement inférieur dans le groupe des patientes traitées par AUDC. La troisième méta-analyse, qui est celle de BAC de 2012, dont la force a été d'étoffer les données des essais randomisés plus anciens après avoir envoyé un questionnaire aux différents auteurs des essais. Et donc dans cette méta-analyse, il y avait 54% de femmes dans le groupe AUDC pour qui il existait une diminution de la concentration des acides biliaires totaux versus 19% de femmes dans le groupe placebo. Et cette différence était également significative. Sur maintenant les alates, donc, comme l'a défini Charles sur la question précédente, cette cytolyse elle prédomine sur les alates plutôt que sur les azates en cas de cholestase gravidique et donc seuls les alates sont dosés dans ces études. Les méta-analyses que je vous ai présentées, donc la Cochrane, montraient également une réduction significative de la concentration des alates chez les femmes traitées par AUDC en comparaison aux femmes traitées par placebo. Dans la méta-analyse de Kong, un résultat qui va également dans le même sens, avec une réduction de la concentration des alates pour les femmes traitées par AUDC. Et enfin, dans la méta-analyse de BAC, qui, elle, avait évalué la normalisation de la concentration d'alates avec une proportion de femmes plus élevée dans le groupe AUDC versus placebo. Et également un résultat qui allait dans le même sens pour une diminution de la concentration des alates. En conclusion, pour cette question, il est recommandé d'administrer de l'acide urso-désoxycholique afin d'améliorer le bilan biologique, acides biliaires totaux et alates. Et il s'agit d'une recommandation forte. Je vous remercie. Merci Anan pour ce travail et cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? En attendant qu'il y ait des questions, vous voyez, Anan vous a présenté la seule recommandation
qui n'avaient pas passé le premier tour du Delphi. Et en fait, tu m'arrêtes, Anan, mais de mémoire, nous avions fait le choix de ne pas la modifier, mais on avait mieux explicité la problématique des antihistaminiques et la balance bénéfice-risque, et pourquoi justement on mettait une absence de recommandation, alors même que au premier abord, de nombreux praticiens étaient un petit peu choqués, dans le sens que les antihistaminiques sont extrêmement prescrits dans cette pathologie, mais vous avez bien vu, sans aucun fondement scientifique. Oui, madame. Oui, bonjour, je vous remercie pour ce travail. Il m'est arrivé de prescrire, en cas d'échec d'acide urso-désoxycholique, de Questran en association. Je me demandais, est-ce que ça avait fait l'objet d'une revue de la littérature ? Alors ça va être l'objet de la question de Pierre Delorme sur les traitements supplémentaires à associer, donc je vais laisser la suite. La même question, mais aussi j'ai cru comprendre qu'il y avait 80% des patientes qui avaient dans l'essai un antihistaminique associé à l'acide urso-désoxycholique, et donc quid ? Est-ce qu'il y a un sous-groupe sans antihistaminique qui a été évalué ou pas, par exemple ? Alors, dans le PEACHES trial, c'était laissé à la décision des médecins de prescrire ou pas l'acide urso-désoxycholique. Donc, c'est une donnée qui a été présentée dans les résultats, sans évaluation en sous-groupe antihistaminique versus absence. On sait juste qu'on a la même proportion dans chacun des deux groupes de patientes, mais aucune étude n'a évalué l'antihistaminique versus pas d'antihistaminique. Merci. Bon, on va avancer, donc on va être toujours sur les problématiques thérapeutiques, et là on a vu l'effet sur le plan maternel, et ce prurite qui est souvent extrêmement invalidant et parfois insuffisamment pris en charge. Et donc là on va voir avec Nicolas l'impact des thérapeutiques sur la morbidité périnatale. Merci, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, je suis ravi de présenter le fruit de ce travail sur la cholestase gravidique. Et je continue à dérouler le menu du jour. Et on arrive maintenant à la question, aux deux questions PICO, que sont chez les patientes qui présentent une cholestase gravidique. Est-ce que l'acide urso-désoxycholique, les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches ? Permet-il de réduire la prématurité ? Et l'autre question, c'est est-ce que l'AUDC, donc le Colurso, permet-il de réduire la morbimortalité périnatale ? Alors, on commence par la prématurité, et là aussi, évidemment, je vais parler, comme tous mes collègues, du PEACHES trial, qui est l'essai. Je ne sais pas pourquoi d'un coup les lumières s'éteignent, là, ça fait un effet concert. C'est un essai randomisé de bonne qualité méthodologique. Vous voyez, avec 600 patientes, c'est très propre. C'est AUDC versus placebo. C'est en double aveugle. Et le critère de jugement principal, et ça c'est important de le noter, il y a dedans la prématurité, mais c'est un critère composite avec également la mortalité périnatale et le taux de transfert néonatal. Sur le critère composite, il n'y a pas de différence significative, mais en fait là, ce qui nous importe, c'est vraiment la question de la prématurité totale, qui n'est pas, pour lequel il n'y a pas non plus de différence significative, mais ce qu'il est important de bien comprendre, c'est que la prématurité, c'est qu'un des composants du critère composite du jugement principal, et du coup, en réalité, on ne s'attend pas à avoir une différence significative sur ce sous-critère du critère composite principal, puisque l'étude n'a pas été dimensionnée pour ça. Le nombre de sujets nécessaires n'a pas été calculé pour montrer une différence significative sur ce critère-là. Et d'ailleurs, c'est vraiment dans ce genre de situation que les méta-analyses ont un intérêt. Et là, je vais reparler des méta-analyses qu'a déjà présenté Anan. Donc la méta-analyse d'Ovadia, qui a quand même 70% de patientes issues de PEACHES, et qui a comme avantage, contrairement aux méta-analyses habituelles où en fait on additionne les résultats, où on les cumule en quelque sorte,
Là, c'est véritablement les données individuelles des patientes qui ont été analysées, ce qui va permettre, par exemple, et on le verra, des études multivariées. En revanche, point négatif, groupe de contrôle hétérogène. Il y a la Cochrane de Walker, là aussi avec beaucoup de patientes issues de Peaches. Là, le plus, c'est que c'est seulement AUDC versus placebo. Et le petit moins, c'est que là, il n'y a pas de données individuelles, mais bon, c'est pas la, c'est le plus classique en fait. Et puis il y a cet essai qui a été, enfin cette méta-analyse qui a aussi été évoquée. Le petit moins, c'est qu'il y a un groupe de contrôle hétérogène avec différents traitements et pas seulement rien ou du contrôle. Ce qui est quand même intéressant, c'est que cette étude est un peu plus ancienne et que pour le coup, il n'y a aucune donnée de Peaches. Et alors quand on regarde les résultats de ces 3 méta-analyses, finalement, tout va dans le même sens et montre, avec l'acide urso-désoxycholique, une réduction de la prématurité totale. Et puis vous voyez, ce qui fait un peu gagner en confiance, c'est que c'est chaque fois dans les mêmes proportions, avec des zones ratios entre 0,4 et 0,6, donc une diminution par 2 de la prématurité. Et donc, on peut dire avec assez de confiance que l'AUDC permet de réduire la prématurité totale. La question qu'on se pose maintenant, c'est est-ce que c'est la prématurité induite et ou la prématurité spontanée qui est réduite avec l'AUDC, en sachant que je vous ai parlé du fait que la prématurité, c'était un des critères, un des composants du critère composite, par exemple pour Peaches, et là on descend encore dans la ramification, et donc on a encore plus un problème de puissance. Toujours est-il que dans ce qui est la prématurité induite, on ne retrouve pas de différence significative dans aucun des papiers que je vous ai présentés juste avant. Pour la prématurité spontanée, vous voyez que dans Peaches, la méta-analyse de la Cochrane et dans celle de Bach, pas de différence significative non plus, même si quand on regarde les valeurs brutes, on voit qu'il y a moins de prématurité dans le groupe AUDC par rapport au groupe contrôle. Et en fait, c'est là où la méta-analyse d'Ovadia dont je vous ai parlé avec des données individuelles est intéressante, puisqu'il y a eu des analyses multivariées, des analyses sur seulement une partie des groupes, et en l'occurrence, quand on regarde seulement les grossesses uniques, et on comprend bien que quand on parle de prématurité, bon, c'est intéressant d'avoir, de ne pas tout mélanger, les grossesses uniques et les grossesses multiples, là on retrouve une diminution significative de la prématurité. Donc au final, ce que l'on peut dire par rapport à la prématurité, c'est que en cas de cholestase gravidique, l'acide urso-désoxycholique permet de réduire la prématurité totale. Voilà, je crois que là-dessus on est clair, et possiblement en lien avec une réduction de la prématurité spontanée. Et donc par conséquent, chez les patients présentant une cholestase gravidique, il est recommandé de prescrire de l'acide urso-désoxycholique pour réduire la prématurité totale. La qualité de la preuve, elle est modérée, voilà, c'est-à-dire qu'elle est assez bonne hein, quand on dit modérée. C'est pas très forte parce que c'était pas le critère de jugement principal, mais on a une belle étude randomisée et on a des belles méta-analyses et la recommandation est forte, ce d'autant que on a intérêt à prescrire l'AUDC et pas seulement pour réduire la prématurité. Alors maintenant, la question de la mort fœtale in utero. Et vous voyez que j'ai mis le in utero entre parenthèses, puisque nous sommes en train de travailler sur les prochaines RPC qui porteront sur la mort fœtale. Et nous avons la chance dans le groupe d'avoir un linguiste qui est Tatillon, à juste titre, hein, qui nous a fait remarquer que quand on est mort, quand le fœtus meurt, c'est forcément in utero, par définition. Donc c'est une sorte de pléonasme, et donc sans doute que la terminologie qu'on adoptera sera mort fœtale et pas mort fœtale in utero. Et alors là, je reprends les différents papiers dont j'ai déjà parlé, Peaches, Ovadia, la méta-analyse de la Cochrane, la méta-analyse de Bach, et finalement, vous voyez que pour la mort fœtale in utero, évidemment, les événements sont très rares, et donc c'est jamais significatif, ou d'ailleurs, dans la méta-analyse de Bach, ils n'ont même pas fait d'analyse statistique, il y avait seulement 2 morts fœtales in utero. Et il faut dire que c'est très compliqué d'analyser la mort fœtale in utero. C'est un événement rare, et puis en plus qui n'est pas spécifique
de la cholestase, hein, c'est 3 à 4 pour 1000 grossesses. Ça dépend du taux d'acide biliaire. Plus le taux d'acide biliaire est élevé, plus le risque de mort fœtale in utero est élevé. Et vous voyez ce schéma d'un papier d'Ovadia, enfin un autre de 2019. En violet et en vert, vous avez le risque de mort fœtale in utero en fonction du taux d'acide biliaire et de l'âge gestationnel. Là, c'est pour une concentration d'acide biliaire inférieure à 100. Et vous voyez, quand c'est au-dessus de 100, c'est beaucoup plus. Donc on comprend que si on commence à regarder en plus par sous-groupe un événement rare, ça devient vraiment très compliqué. Et puis le dernier point, c'est que ça dépend de l'âge gestationnel. Vous voyez bien que c'est à partir de 36, 38, 39 semaines que le risque est supposé plus important. Et dans toutes les études, finalement, il y a une proportion de déclenchement absolument énorme. Par exemple, dans Pitch's Trial, il y a seulement 14% de travail spontané. Et donc, on comprend bien que si on élimine la fin de la grossesse, on ne va pas vraiment voir si le Coliurceau aura permis d'éviter ou non des morts in utero. Et c'est inimaginable de faire une étude aujourd'hui qui aille au-delà de 39 semaines en réalité, vu les questions actuelles sur le déclenchement. Alors finalement, le lien entre Coliurceau et mort fœtale in utero, alors on sait qu'il y a une corrélation vraisemblablement entre le taux d'acide biliaire et le risque de mort fœtale in utero. On a vu, grâce à Anand Bouchgoul, que quand on mettait du Coliurceau, ça permettait de diminuer le taux d'acide biliaire. Mais là, la question que l'on se pose, c'est celle-ci. Est-ce qu'il y a un lien entre AUDC et réduction de la mort fœtale in utero? Or, il y a un problème de puissance, je l'ai évoqué. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que même si l'AUDC permet de réduire le taux d'acide biliaire, ça ne veut pas dire qu'il arrive à réduire assez le taux d'acide biliaire pour avoir un effet bénéfique, protecteur, clinique sur la mort in utero. Et puis, en réalité, cet effet, s'il existe, il est complètement masqué par le taux de déclenchement qui est important, puisque il n'y a pas d'étude où il y ait une proportion importante de dames au-delà de 39 semaines d'aménorrhée. Et là, je voudrais citer mon autre collègue et ami Hugo Madar, hein, qui est polémiste, et qui nous dit, évidemment, quand on roule 42 ou 41 km, on a plus de risques d'avoir un accident que si on en roule que 39 km ou 39 semaines. Et là, c'est vraiment ça qui se passe. On n'a pas la fin de la grossesse. Donc, ce que l'on peut dire, c'est qu'en tout cas, même s'il est supposé ou suspecté, il n'y a pas de lien démontré entre un traitement par Coliurceau et une réduction de la mort in utero. Alors maintenant, sur le critère de jugement mortalité périnatale, ça combine la mortalité in utero. Là, on a vu qu'il n'y a pas de différence significative, que les effectifs sont trop faibles. Mortalité néonatale, c'est encore pire, ou encore mieux, au fond, puisque dans toutes ces études-là, il n'y a aucune mort néonatale déclarée. Alors, Ovadia, je ne vous en ai pas parlé, mais dans sa méta-analyse, a fait aussi une partie d'études qui incluait pas seulement les essais randomisés, mais des études observationnelles, pour avoir plus d'effectifs, et là non plus, ne retrouve pas de différence significative entre un groupe traité par AUDC et un groupe qui ne l'aurait pas eu sur la mortalité périnatale. Deux derniers critères maintenant qu'on a étudiés, l'ABGAR inférieur à 7 à 5 minutes, pas de différence retrouvée dans aucune des études. De même que pour l'hospitalisation néonatale, alors l'essai de Bach a retrouvé un bénéfice de l'AUDC, mais bon, c'est la seule étude qui ait montré ça. Je vous ai dit qu'il y avait un groupe de contrôle qui était hétérogène, et finalement, ni Pitch's ni les deux grosses méta-analyses allaient dans ce sens. Donc, au final, en cas de cholestase gravidique, l'acide urso-désoxycholique ne semble pas réduire le risque de mort fœtale in utero, de mortalité périnatale, de score inférieur à 7, de score d'ABGAR inférieur à 7 à 5 minutes, ni d'hospitalisation en néonate. Et par conséquent, il n'est pas recommandé de prescrire de l'acide urso-désoxycholique
dans le seul but de réduire le risque de mort fétale in utero, etc., etc. Et donc, si on fait une synthèse, hein, pour ne pas vous embrouiller, il faut prescrire en cas de cholestase de l'acide ursodésoxycholique pour réduire l'intensité du prurite maternel, pour améliorer le bilan biologique, merci Anan, et pour réduire la prématurité totale, c'est ce que je viens de vous montrer. Et il n'y a pas de bénéfice démontré sur le risque de mort fétale in utero ou autres critères de morbimortalité périnatale. Alors, je voudrais dire un petit mot pour finir dire un merci très amical, mais aussi qui se veut très solennel, à Marie-Victoire, Loïc et Thomas, qui nous ont accompagnés, moi et d'autres experts, pendant des années sur ces RPC. Et pour avoir travaillé avec eux de près, pour avoir suivi ça, je peux mesurer l'importance du travail, l'importance de l'engagement, l'importance de la passion. Et je crois que moi, comme vous tous, on mesure l'importance du service rendu de ces recommandations. Et donc, de façon très solennelle et très chaleureuse, je voudrais leur faire un énorme merci. Et je voudrais une standing ovation. Je voudrais la foule en délire, à la hauteur de tout ce qu'on leur doit pour tout le travail effectué. Et j'ai le plaisir, de la part du collège, de vous faire un petit cadeau. Même si l'emballage est misérable, j'espère que l'intérieur vous plaira. Merci beaucoup. Merci Nicolas, on est très touchés, mais voilà, encore une fois, c'est un plaisir partagé. On a pris beaucoup de plaisir. En tout cas, merci. Et en fait, on n'est pas là on va parler de la cholestase, mais c'est vrai que si on est aussi engagé, c'est d'abord le plaisir, c'est aussi parce que chaque année, vous voir aussi nombreux dans les sessions de RPC, c'est notre voilà, ça fait extrêmement plaisir. On sait que le travail qu'on fait est regardé attentivement. Après, on peut le critiquer toujours, c'est tout à fait normal. Mais donc, vous voir là, c'est pour nous une récompense importante. Et donc, merci pour ce petit mot, Nicolas, et merci à tous. Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'acide ursodéoxycholique, qui était le sujet de Nicolas, sur la morbidité périnatale? Oui. Bonjour, merci pour vos travaux. Donc moi, ça va être une question effectivement par rapport au topo d'Anan et celui-ci. Est-ce que vous avez évalué la dose d'AUDC par rapport à l'effet bénéfique sur la prématurité, sur la réduction du prurite? Merci pour la question qui est importante. Alors, le problème, c'est qu'on voit bien que dès qu'on étudie un paramètre, un sous-paramètre dans une sous-population, on perd chaque fois en puissance. Donc c'est difficile de répondre à la question, mais je vais y répondre tout de même. Dans l'essai Pitch's Trial, qui est l'essai phare, c'était 1 gramme par jour. Et donc la dose recommandée, à mon sens, doit être celle-là. En fait, pour compléter, c'est vrai que c'est difficile parce qu'il n'y a pas de données du tout. Et c'est vrai que se pose toujours la question d'augmenter la posologie quand on ne voit pas d'effet au bout d'un certain nombre de jours, parce qu'on sait que ce n'est pas immédiat sur à la fois le prurite et les anomalies biologiques, et de savoir si ce n'est pas nécessaire. C'est surtout l'intensité du prurite qui nous incite à augmenter la posologie pour essayer d'améliorer finalement la qualité de vie des patientes. Et on n'a pas de données du tout stratifiées ou quoi que ce soit, d'analyse de doses et d'effets, que ce soit pour le prurite ou pour l'impact biologique, et encore moins évidemment sur la prématurité. Donc on ne peut absolument pas dire quel type de posologie il est nécessaire. Généralement c'est 10 à 15 mg kilo. C'est vrai que c'est plutôt 1 gramme, on peut monter à 1,5 g, mais après ça ne sert à rien d'augmenter trop. Mais on ne peut pas dire, pour ceux qui utilisent jusqu'à 1,5 g par jour, que c'est plus pertinent que 1 gramme, et que augmenter la posologie va améliorer sur les premiers échecs la symptomatologie des patients. Il n'y a vraiment aucune donnée là-dessus. Merci. Cyril ? D'autres questions? Donc c'est la fin pour la matinée, pour cette première partie sur la cholestase.
si j'ai bien suivi, Cyril. Et puis, il y a une remise de bourse, c'est ça? Je vois que vous étiez en avance, ou moi peut-être un peu en retard, mais je voulais également vous remercier au nom du CNGOF pour tout le travail que vous avez effectué ces années. On sait tous que c'est un travail absolument gigantesque et vous l'avez fait avec beaucoup de professionnalisme, de talent et de sympathie. Donc vraiment merci à tous, je pense qu'on peut encore les applaudir. Et donc, dans cette tâche, je souhaite également beaucoup de courage, d'abnégation et en conservant le même esprit à Jeanne qui va vous remplacer. C'est presque changement poste pour poste avec une femme, Jeanne, et puis Charles et Nicolas. Je suis sûr que vous serez à la hauteur et merci d'avoir repris le flambeau également. Vous pouvez aussi les applaudir et les encourager. Voilà, et puis, alors, je pense que vous avez déjà remis, c'est très bien, vous avez, je ne sais pas si vous avez ouvert l'enveloppe, et vous avez vu de quoi il s'agissait. Je trouvais que le symbole était assez joli, le jour quand même, de la 40e année du décès d'un acteur français qui nous a tous marqués, Louis de Funès. Le clin d'œil tombe à point nommé. Maintenant, donc, il est temps de remettre le prix pour la première fois de la bourse Norgine. Donc je vais demander à Irina Lors, qui représente le laboratoire, de venir avec moi. Et c'est pour moi, au nom du CNGOF et au nom du laboratoire Norgine, un immense honneur que de faire cette première remise de prix à Romain Kayerk, qui a proposé sa candidature sur le travail du déclenchement, puisque c'est l'objectif de cette bourse Norgine. Est-ce que vous voulez nous dire un petit mot, justement, Irina Lors, à propos de cette bourse, avant qu'on fasse cette remise de prix officielle? Merci, Cyril. D'ailleurs, j'ai préparé 2 petites diapositives. Est-ce que vous pouvez m'aider à les mettre? Votre page centrale, elle est là. Très bien. Merci beaucoup Cyril pour cette introduction. Donc, monsieur le secrétaire général, chers confrères, c'est un immense plaisir pour moi, en tant que directeur médical de Norgine, de remettre aujourd'hui cette première bourse de Norgine dédiée au déclenchement. Pour rappel, cette bourse avait été créée pour soutenir les projets visant à mettre en place des études fondamentales, des études de recherche aussi cliniques et aussi pour soutenir toutes les initiatives éducatives destinées aux patientes. Cette bourse signe également l'engagement de Norgine auprès du collège et surtout auprès des jeunes gynécologues obstétriciens qui souhaitent mener les études qui visent à améliorer les pratiques de déclenchement. Et je suis ravie que cette bourse a eu beaucoup de succès parce qu'en effet, le collège a reçu 9 propositions. Et je profite de cette occasion aujourd'hui pour remercier tous les candidats et pour remercier aussi toutes les personnes qui ont parrainé et soutenu ce projet parce que toutes les propositions étaient très intéressantes. Mais il fallait choisir et donc je remercie aussi les membres du jury du collège qui n'ont pas ménagé leur temps pour départager les candidats parce que c'était pas facile, mais il fallait choisir un gagnant. Et donc, le gagnant aujourd'hui pour cette première édition, Dr Romain Kayerk. Et je suis vraiment heureuse de remettre cette bourse à vous pour votre projet qui s'intitule « Le ressenti des femmes sur le déclenchement de leur accouchement via l'application Appendex ». Et donc, merci pour votre travail et merci pour votre attention. Et sans tarder, je vous passe la parole pour parler succinctement de votre projet. C'est à vous. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je voudrais d'abord remercier le CNGOF ainsi que le laboratoire Norgine pour avoir été à l'initiative de cette bourse de recherche. Je suis très honoré de recevoir ce prix, d'être lauréat de cette bourse. Alors, je voudrais vous parler un petit peu de mon projet et vous dire que on sait qu'une grande partie des patientes vont présenter une insatisfaction de leur déclenchement, voire un mauvais vécu qui peut se poursuivre dans le temps. Et nous avons cherché
à savoir pourquoi certaines patientes présentaient un tel vécu, un mauvais vécu. Et nous avons mené une première étude pour identifier des facteurs de risque pendant le déclenchement. La plupart des études antérieures s'étaient attelées à chercher des facteurs de risque en distribuant un questionnaire dans le postpartum, donc du rétrospectif. Nous avons vraiment cherché à identifier des facteurs de risque pendant le déclenchement à l'aide d'un journal de bord sous la forme papier qu'on distribue aux patientes et qu'elles pouvaient remplir des différentes composantes, donc leur douleur, est-ce qu'elle pouvait s'alimenter, est-ce qu'elle pouvait déambuler, est-ce qu'elle pouvait dormir, est-ce qu'il y avait des vomissements. Et cette première étude a été menée par le docteur Vermar qui a soutenu sa thèse sur ce sujet et je l'en remercie et je la félicite. Et pour des questions de praticité et de perspective évolutive, on souhaitait pouvoir proposer à ces dames de remplir ce journal de bord sous la forme d'une application et pourquoi pas par la suite proposer via l'application des moyens d'action, par exemple de proposer aux patientes de pouvoir déambuler, de pouvoir appeler la sage-femme, de l'acupuncture ou autre. Donc c'est vraiment, cette application, elle ouvre des perspectives sur comment prendre au mieux en charge une patiente qui est déclenchée, tout ça toujours dans ce contexte de bientraitance. Très bien. Merci à tous. Bon. Donc, merci encore au laboratoire Norgine pour cette bourse et je suis très heureux, Romain, de te remettre justement cette première bourse Norgine au nom du CNGOF et de Norgine. Et je tiens, vous pouvez l'applaudir encore. Je suis convaincu que vous en ferez bon usage dans le groupe. Et puis je tiens également à dire que cette question du déclenchement, c'est une question qui est éminemment importante, qui est prise en considération par tous les membres du comité scientifique. On est très souvent sollicité, vous savez, pour des sujets de recommandation, et cette question-là, elle revient régulièrement. Il y a des travaux qui ont été effectués, il y a encore des gros travaux en cours, de grosses études. Je pense en particulier à French Arrive, qui a déchaîné la chronique dans des grandes revues internationales tout récemment. Et donc, c'est bien quelque chose qui va revenir très rapidement dans le cadre des RPC. Et donc, ce sujet va être pris à bras-le-corps. Bravo encore et merci à tous. Bravo, donc on est un peu en avance pour une fois, donc pause, on revient à 10h30 pour la suite, pour les autres traitements sur la cholestase gravidique et leur place, la surveillance surtout, et enfin, quoi faire en fin de grossesse, quand déclencher et comment. Merci, à tout à l'heure.